L'enfant n'écoute pas ses parents. Qu'est-ce qu'il faut faire? À quoi doivent faire attention les parents qui travaillent lorsqu'ils élèvent leur enfant? Comment est-ce que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, élevait les enfants? On a remarqué que notre enfant ment. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse? À quel âge commence l'éducation des enfants? Les enfants sont créés de manière parfaite. Il n'y a rien chez eux à rectifier ou à corriger. Si tu aimes ton enfant, alors commence par valoriser ta femme. L'enfant a besoin de toi, pas des cadeaux que tu lui amènes. Essaie de le satisfaire toi-même et pas avec des jouets. Pas avec des jouets. Bienvenue frère Ahmed, on sait que tu es médecin et que tu es aussi thérapeute familial. Aujourd'hui, on veut faire une vidéo sur l'éducation des enfants avec toi. On va te poser quelques questions générales. Tout d'abord, pourquoi l'éducation des enfants? Merci. Pourquoi l'éducation des enfants? Parce qu'on est venu au monde avant eux. Celui qui rejoint l'armée en premier aide les nouvelles recrues. En résumé, voilà ce qu'on entend par l'éducation. Qu'est-ce qu'on fait? Quel est le but de l'existence sur Terre? Quelle est la signification des objets qui s'y trouvent? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens dans ce monde? Comment on communique avec eux? Nos valeurs, nos règles éventuellement? On doit expliquer tout ça aux enfants. J'ai envie de commencer par une affirmation incontestable. C'est nous qui faisons que nos enfants viennent au monde, mais ils ne nous appartiennent pas. Il ne faut pas perdre de vue ce point essentiel. Alors en quoi consistera cette éducation? Cette éducation sera pratique. C'est comme conduire une voiture. En plus de l'aspect théorique, il y a aussi l'aspect pratique. Autrement dit, on doit enseigner la vie aux enfants en la vivant, en montrant notre relation et la manière dont on communique avec les autres. On dispose d'environ 15 ans pour le faire. Les enfants sont créés de manière parfaite. Il n'y a rien chez eux à rectifier ou à corriger. Du coup, qu'est-ce qu'on est censé faire? Ça. Ouvrir la voie et préparer l'environnement pour permettre au potentiel existant de s'exprimer, de se développer. Il ne faut pas interférer directement avec l'enfant, mais faire en sorte de modeler un environnement pour lui. Imaginons qu'il est un œuf dans ma main et qu'il est un oiseau à l'intérieur. Est-ce que l'on peut le sortir? Casser la coquille et regarder ce qui se passe. Il faut que la coquille soit brisée pour que le poussin éclose. S'il la brise de l'intérieur, ce sera le début de sa vie. Si on la brise de l'extérieur, ce sera la fin de sa vie. Parce que le protocole de la vie de l'œuf est clairement prédéfini à l'intérieur, le créateur l'a programmé, il ne l'a pas créé d'une façon qui fait qu'il ait besoin d'être modelé, il lui a fixé un objectif et a investi de l'énergie pour cet objectif. Tant que vous offrez l'environnement, il se dirigera tout seul vers l'objectif. L'œuf a hâte de devenir un poulet et son potentiel fait que c'est possible. Il veut éclore, donnez-lui de l'affection et de la chaleur et il va éclore. Les sentiments des enfants sont plus délicats que la coquille d'un œuf. Si vous essayez de faire de votre fils un homme par la force, vous le privez de sa virilité. Et, à mon sens, c'est ce qu'il y a de plus dramatique aujourd'hui dans les familles conservatrices. Lorsqu'ils veulent rendre leurs enfants croyants par la force, ils les poussent à s'éloigner de la religion. Ce n'est pas une chose qui peut être accomplie par la force. Il faut créer l'environnement, les accompagner en leur montrant le droit chemin, travailler sur ce que vous attendez d'eux et créer une relation de confiance entre l'enfant et vous. À ce moment-là, ils viendront petit à petit vers vous. Pour faire court, l'éducation est un processus dans lequel les parents jouent le rôle d'exemple pour leurs enfants en vivant et en suivant le bon chemin. Cette définition ouvre la voie à d'autres questions. À quel âge commence l'éducation des enfants? Il n'y a pas d'âge pour ça, mais laisse-moi te dire quelque chose. Mon éducation commence lorsque l'éducation de ma mère commence au moment de sa propre naissance, pas au moment où elle m'a donné la vie. Si je suis l'enfant d'une mère déséquilibrée, d'une mère qui n'arrive pas à contrôler ses émotions, qui n'arrive pas à maîtriser sa colère, ou qui a des problèmes psychologiques, ça aura des effets négatifs sur mon enfance. Tu vois, en fait, ça commence avant moi. Mais si tu veux une réponse claire à ta question, ça commence dans le ventre au moment où la femme est enceinte, parce que l'enfant ressent tout ce que la mère ressent. Un enfant peut même être dépressif si la mère est passée par des épisodes dépressifs à 2, 3 ou 4 ans. Les enfants peuvent être très introvertis, très timides et très peureux. On peut le comprendre en regardant le comportement des enfants qui essayent toujours de faire plaisir à leurs parents. Parce que généralement, les enfants sont dynamiques, généralement les enfants sont curieux, généralement les enfants n'en font qu'à leur tête. Ils ne regardent pas à gauche ni à droite et ils n'agissent pas en fonction de leur environnement. Mais les enfants dépressifs sont timides et sont anxieux parce qu'ils éprouvent de la peur. Ils se fient non pas à leurs propres sentiments, mais à ceux de l'autorité qui les entoure, papa et maman. Ils sont incapables de ressentir des sentiments qui sont les leurs, donc ils ne peuvent pas être eux-mêmes, ils deviennent quelqu'un d'autre, ils commencent à être des enfants artificiels. Je comprends la problématique à propos de l'âge auquel ça commence.
Mais du coup, comment se comporter pendant la grossesse? Que peut comprendre un enfant qui a 1 ou 2 ans ou qui est dans le ventre de sa mère? C'est un sujet sur lequel je veux vraiment insister. Je souhaite m'adresser aux hommes plus particulièrement. Si vous aimez votre enfant, et bien sûr les pères aiment leur enfant, avant tout appréciez votre femme à sa juste valeur et prenez soin d'elle parce que les bases du développement émotionnel de votre enfant dépendent entièrement de la mère. Laisse-moi te donner un exemple. Imagine que tu es marié, ta femme est enceinte et tu es en train de manger une banane. Tu as une banane dans la main et tu te dis si seulement mon enfant dans le ventre de ma femme pouvait la manger. En fait, tu peux faire en sorte que ton enfant la mange. Donne la banane à la mère et elle sera transmise de la mère à l'enfant. De la même manière, le mécanisme émotionnel de l'enfant est construit avec l'énergie de la compassion venant de la mère. Un enfant qui reçoit le lait de sa mère mais qui ne reçoit pas son amour complétera son développement physiquement mais pas son développement émotionnel. C'est pour ça que l'allaitement ne se résume pas uniquement à donner le sein. Les mères le savent très bien, quand la mère allaite son bébé en le tenant dans ses bras, le bébé n'arrête pas de fixer sa mère et essaye d'établir un contact visuel. Il arrête de boire et essaie d'établir un contact visuel. Il arrête de boire et essaie d'établir un contact visuel. Mais si la mère est indifférente ou si elle est inquiète, le bébé arrête de téter. Laisse-moi te donner un exemple tiré d'études scientifiques. Lorsqu'un enfant naît, il se pose 2 questions essentielles. Est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que ces gens se soucient de moi? L'enfant ne devrait pas être inquiet. Donc avant tout, il faut pour ça une mère heureuse et souriante. Au cours de cette période, à l'âge de 2, 3 ou 4 ans, l'enfant ne connaît pas les règles. Il ne connaît pas les limites à ne pas franchir. Donc il faut veiller au développement émotionnel de l'enfant. L'éducation d'un enfant ne consiste pas à lui fixer des règles. Il s'agit de lui apprendre à observer et à réfléchir. L'essence de l'éducation d'un enfant est de lui apprendre à contrôler ses émotions de manière tout à fait saine. La proximité émotionnelle entre les parents impacte le développement émotionnel de l'enfant. S'il y a des liens d'amour et de confiance entre les parents à la maison, alors l'enfant apprendra à contrôler ses émotions de manière équilibrée au sein de ce climat d'amour et de confiance. On pourrait dire ok, il a appris à contrôler ses émotions, mais est-ce que c'est ça le plus important? Les émotions sont à l'origine de tous nos comportements. Ceux qui ne parviennent pas à contrôler leurs actions et leurs comportements sont ceux qui n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions. Si l'enfant arrive à gérer ses émotions, alors après ses 4 ans, l'apprentissage comportemental commencera. L'enfant qui a atteint ce stade peut désormais commencer à gérer son comportement aussi. En réalité, je dis que l'éducation comportementale commence après l'âge de 4 ans, mais en vrai elle commence à l'âge de 7 ans. Si tu me demandes quelle en est la preuve, la pédagogie moderne dit la même chose. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le dit lui aussi, faites prier vos enfants qui ont 7 ans. Pourquoi 7 ans ? Parce que ce n'est qu'à ce moment-là que l'enfant commence à contrôler son comportement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire entre-temps? Veiller au développement émotionnel de l'enfant, tant que l'enfant se sent en sécurité dans ce climat d'amour et de compassion, et à condition qu'il se sente valorisé. Est-ce que je suis accepté tel que je suis? Tant qu'il a ce ressenti dans son environnement, alors l'enfant va jusqu'au bout de son développement émotionnel. Si les parents se disputent tout le temps, l'enfant commence à s'inquiéter. Autrement dit, vous perturbez le mécanisme émotionnel d'un enfant dont le développement émotionnel n'est pas encore arrivé à son terme. Si un parent s'énerve, bat l'enfant, l'enferme dans une pièce de manière régulière, s'il le prive de tout ce qu'il veut et dit « Est-ce qu'on est censé dire oui à tout ce qu'il veut ?» Je parle d'un petit garçon de 4 ans. Qu'est-ce que ce garçon pourrait vouloir? Il veut arriver à atteindre le tiroir de l'armoire. Toutes ces choses sont des désirs naturels qui émergent de la curiosité de l'enfant. Si vous ne laissez pas l'enfant faire, il sera angoissé. Parce que plus l'enfant touche des choses diverses et variées, plus il gagne le contrôle sur ces choses, plus sa confiance en lui grandit. Et c'est ça que je ne supporte pas. Durant cette période, l'enfant est négligé. Il n'est pas pris en considération et on ne s'occupe pas de lui. La mère dit « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a ?» Puis elle dit « Va voir ton père un peu. » Et le père dit à la mère « Viens prendre ce gamin. » L'enfant est baladé par-ci et par-là. L'enfant se sent insignifiant et commence à se sentir mal. Pourtant, il a besoin d'attention lors de cette période. Si vous le regardez dans les yeux et que vous le respectez pendant qu'il parle, il se sentira valorisé. L'enfant se sentira comme tu le traites, dans un endroit où il y a des disputes, de la violence et de la colère. Le mécanisme émotionnel de l'enfant commence à en subir les conséquences. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit de spécial, l'enfant a juste besoin d'amour et de se sentir en sécurité et d'être accepté tel qu'il est. L'enfant n'écoute pas ses parents. Il est très énervé. Il est très grincheux. Il crie et pleure pour avoir ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, la raison pour laquelle l'enfant fait ça, et encore une fois je suis désolé de dire ça, mais c'est les parents. En fait, ce que l'enfant fait, c'est une façon de résoudre les problèmes. Il a accepté cette méthode, il l'a assimilée.
Est-ce que l'enfant doit écouter tout ce que ses parents disent? Le père se fâche et dit « Sors de là, ne mange pas ça ». Les choses qu'on dit à un enfant de faire ou de ne pas faire devraient être des choses importantes. L'enfant a envie d'écrire quelque chose avec un stylo, mais la mère le lui arrache des mains. L'enfant comprend qu'il ne peut satisfaire ses désirs naturels de cette façon. Cette fois, il essaye autre chose. Il commence à hurler. Au moment où il fait ça, la mère dit « Ok, je vais te le donner ». Alors l'enfant se dit « J'ai trouvé ». Il va un peu plus loin. Il se dit « Voilà, j'ai résolu le problème ». Et à partir de là, quand l'enfant veut quelque chose et que les parents disent non, la méthode est déjà toute prête. Le garçon l'a appris. Crier, les mettre dans une situation embarrassante, leur faire honte. Ils diront oui pour ne pas perdre la face. En plein milieu du supermarché, l'enfant va crier et essayera de t'obliger à faire tout ce qu'il veut. Si les parents disent oui aux désirs raisonnables de l'enfant, mais qu'ils disent non aux choses inutiles, l'enfant se dira « Mes parents ont toujours dit oui à mes besoins de base, à mes besoins essentiels. Donc, comme ils ont dit non pour ça, alors ça doit être quelque chose d'inutile. » L'enfant comprendra naturellement et ne dira rien. Mais si les parents agissent de manière arbitraire, les choses changeront. Maintenant, c'est à toi que je m'adresse. Supposons que j'ai une fille de 4 ans qui vient et qui me dit « Papa !» et que je dis « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne vois pas que je suis en train de discuter ? J'ai un invité, sors d'ici !» Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dévalorisé ma fille devant toi, je l'ai humiliée. Est-ce que tu apprécierais ça si tu étais à sa place? Supposons maintenant que je dise à mon invité « Excuse-moi » et que je me tourne ensuite vers ma fille « Oui ma chérie, j'ai compris, ok, je suis en train de discuter avec un ami là, dans une demi-heure ou une heure, etc. Je peux dire une certaine durée, on fera ça avec toi, ok ma chérie. » Dans ce cas de figure, l'enfant se sent valorisée et importante. Elle n'est pas en colère avec moi, elle va attendre. Par exemple, j'ai dit une demi-heure. Alors je dois le faire au bout d'une demi-heure. Si je lui avais crié dessus, que je l'avais humiliée et que je l'avais chassée, elle aurait commencé à éprouver de la colère à mon égard. J'aurais blessé ses sentiments. C'est un besoin essentiel, on doit y répondre, mais on ne le fait pas. On dit il y a un invité, écoute ce qu'elle me dit. Elle n'est pas apte à comprendre ce que signifie le fait de recevoir un invité, ni l'importance d'un invité. Et donc on rabaisse et humilie nos enfants et ils perdent confiance en eux. Ce genre d'enfant peut très facilement devenir dépressif. Si on exclut les enfants, si on les met de côté parce que ce ne sont que des enfants, alors ils seront toujours mis de côté psychologiquement. Les enfants qui ont des problèmes de confiance avec leur père et qui sont en colère après leur père ne voudront pas suivre les règles dictées par leur père. Ils ne veulent pas suivre les règles dictées par leur mère. Ils cherchent à punir les parents en transgressant les règles. Il y a une question qui se pose. Comment est-ce que je peux faire en sorte que mon enfant aime la prière et le Coran? Je ne me sens pas à la hauteur dans ce domaine. Comment est-ce que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, élevait les enfants? Comment élever les enfants selon la sunna? C'est une excellente question. J'ai envie de donner un exemple tiré de sa vie, alayhi salatu wa salam. Anas bin Malik radiallahu anhu a été amené et donné à notre prophète, alayhi salatu wa salam, quand il avait 10 ans. Quand le prophète est arrivé à Médine, tout le monde lui offrait des cadeaux, alayhi salatu wa salam. Mais la mère d'Anas bin Malik était pauvre, elle ne possédait rien. Alors elle lui a donné Anas, et Anas est resté avec le prophète, alayhi salatu wa salam, pendant 10 ans. Le prophète le traitait comme s'il était son père. Anas radiallahu anhu a dit, lorsque j'étais enfant, pendant 10 années, le prophète ne m'a jamais dit à propos d'une chose que j'ai faite, pourquoi as-tu fait ceci? Et n'a jamais dit à propos d'une chose que je n'ai pas faite, pourquoi n'as-tu pas fait cela? Il ne m'a jamais fait les gros yeux, pas une seule fois. Comment faut-il qu'on se comporte? Si on le lui avait demandé, Anas radiallahu anhu aurait donné sa vie pour le prophète, alayhi salatu wa salam. Et c'est parce que le prophète, alayhi salatu wa salam, avait établi un incroyable lien d'amour et un incroyable lien de confiance. Et Anas ne faisait qu'imiter la personne qu'il aimait, rien de plus. Et c'est ça que les mères devraient faire en premier, créer un lien d'amour entre elles et leur enfant. Celui qui n'aime pas son père n'aime pas non plus la prière que fait son père. Je le dis parfois, s'il vous plaît, ne faites pas ça là après avoir crié sur vos enfants. Cet enfant est en colère après vous. À ce moment-là, quand vous faites la salah, l'enfant la détestera. L'enfant doit d'abord aimer sa mère et son père pour ensuite aimer leurs valeurs religieuses, parce que c'est dans la nature des êtres humains d'imiter la personne qu'on aime. Les gens imitent les célébrités. Pourquoi ? Parce que les gens les aiment et donc ils imitent les comportements de ceux qu'ils aiment. Le prophète, alayhi salatu wa salam, est d'abord devenu Mohammed al-Amin, le digne de confiance. Puis il est devenu Mohammed, le messager, alayhi salatu wa salam. Puis il a commencé à prêcher le message. Il est d'abord devenu le digne de confiance. Puis il a dit « Faites ceci, ne faites pas ça ». Et c'est pareil pour les parents. S'il y a un lien d'amour et de confiance entre vous et l'enfant, il se dira « Cet homme ne me fera pas de mal et cette femme ne me fera pas de mal ». S'il est attaché à sa mère et à son père par de l'amour, il imitera ce qu'ils font. Les enfants de 2, 3 et 4 ans se prosternent à côté de nous sur le tapis de prière, n'est-ce pas? C'est de cette manière que les choses progressent.
Quand est-ce que le problème survient? Lorsque le lien de confiance et d'amour entre vous et votre enfant se brise. Il prend ce lien brisé et le rattache à quelqu'un d'autre. Il prend pour modèle la personne à qui il est attaché. Si cette personne ne fait pas la prière, si cette personne ne fait pas la salat, l'enfant ne la fera pas non plus. Ce n'est pas parce que votre enfant se trouve chez vous qu'il agira selon vos valeurs et vos désirs. Vous devez savoir qui a une influence sur le cœur de l'enfant. L'enfant imite toute personne avec qui il a un lien émotionnel. L'enfant devient membre d'un gang, mais il vit chez vous, il mange votre pain et utilise votre maison, mais il fait ce que dit le gang. Du coup, vous dites « Quel enfant ingrat !» et vous vous énervez. L'enfant s'est détaché de vous. Je vous supplie de ne pas briser ce lien. Ce lien est extrêmement important. Autrement dit, quand l'enfant dit « maman », faites en sorte qu'il en soit enthousiaste. Quand l'enfant dit « papa », faites en sorte que ses yeux brillent. Vous n'avez pas à vous inquiéter de ce genre d'enfant. À cet âge où les vagues sont intenses, l'enfant fluctuera lui aussi. Mais si vous lui tenez la main, si ce lien perdure, ne vous inquiétez pas. Cet enfant finira par venir vers vous. Mon frère, j'ai une autre question. J'ai du mal à fixer des objectifs à mon enfant. Il ne veut pas faire ses devoirs. Comment est-ce que je peux le rendre impliqué? Vous ne devez pas fixer un objectif pour votre enfant. Personne ne peut venir me fixer un objectif. Vous devez fixer un objectif avec votre enfant. L'enfant doit approuver cet objectif. Il doit le vouloir. Par exemple, le père dit « tu seras médecin ». Mais l'enfant n'a pas envie de devenir médecin. Le père lui dit « tu travailleras là-bas ». Mais l'enfant ne veut pas travailler là-bas. Ça ne lui plaît pas. Par exemple, le père oblige son fils à faire des études d'ingénieur pour se satisfaire parce qu'il n'a pas pu étudier l'ingénierie. Mais ce n'est pas ce que veut l'enfant. Si je vous impose un objectif, vous l'accepteriez? Sinon, vous pouvez vous asseoir avec l'enfant et en parler. Vous pouvez dire « mon fils, je ne sais pas, mais tu peux essayer ça aussi ». Ou « qu'est-ce que t'en penses de ça? Laisse-moi te présenter un dentiste ». C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à quelqu'un que je connais. Le fils de cette personne s'est mis en tête de devenir dentiste 2 mois avant la date limite pour choisir sa spécialisation. Son père lui a alors présenté quelques dentistes et il a discuté avec eux. Et après ça, il a décidé de devenir dentiste. 2 mois plus tôt, il pensait devenir ingénieur. Laissez à votre enfant l'espace pour faire son propre choix, définir lui-même ses objectifs et contentez-vous de l'accompagner dans ce processus. Écoute, pour l'enfant, c'est comme s'il jouait à un jeu. Quand vous jouez avec l'enfant, c'est lui le capitaine du navire. Il est aux commandes. Un enfant de 2 ans ne vous laissera jamais les commandes. Dès que vous prenez de l'initiative, il va vous écarter. Il vous donnera un jouet pour détourner votre attention. Ce qu'il entend par là, c'est « oui, donne-moi ton avis si tu peux aider, mais c'est moi le chef ». On ne doit pas priver l'enfant d'être le capitaine. On ne doit pas le faire à aucune étape de sa vie. Supposons que cet enfant veuille épouser quelqu'un que vous n'aimez ou n'approuvez pas. Qu'allons-nous faire? Qu'est-ce que vous feriez? Une fois encore, si vous empêchez la chose, vous ne réglerez pas le problème. Mais si vous avez l'habitude d'être proche de lui, d'écouter ce qu'il pense et de peser le pour et le contre ensemble, si vous êtes habitué à ça, l'enfant réfléchira. Il évaluera tous les critères pour prendre sa décision. Sinon, il s'entêtera et n'écoutera pas ce que vous dites. Donc, s'il vous plaît, échangez avec lui et établissez un lien d'implication et de confiance. J'insiste sur ce point. Si vous faites ça, il sera très facile pour vous de résoudre les problèmes. Je vais vous donner un exemple intéressant. Wundt est le fondateur de la psychologie. Il a vécu une expérience intéressante. Un jour, un enfant s'est embourbé et il a regardé cet enfant. Un ami qui passait par là dit « Wundt, tu ne comptes pas sortir cet enfant de la boue ?» Et sa réponse a été « Je suis aussi en train d'y réfléchir. J'essaie de trouver un moyen de lui expliquer qu'il faut qu'il sorte de la boue. » Il n'a pas attrapé le bras de l'enfant pour le sortir de là. On gère les enfants avec la force, mais le mécanisme de gestion de l'enfant se trouve en lui. Il y a un mécanisme appelé conscience. Il y a un mécanisme de justice. Il y a un mécanisme de sensibilité. Il y a un mécanisme d'empathie. Quand tous ces mécanismes se développent, si l'enfant voit des déchets par terre à la maison, il les nettoiera. L'enfant doit penser lui-même qu'il faut qu'il étudie. L'enfant lui-même doit penser qu'il faut qu'il se brosse les dents. Il le fera s'il pense devoir le faire, convainquez-le. Si vous lisez souvent des livres, votre enfant suivra votre exemple. Mais il y a une condition à ça. Il doit y avoir un lien d'amour entre l'enfant et vous. S'il n'y a aucun lien, vos comportements ne se transmettront pas à l'enfant. Si vous n'avez pas de lien émotionnel, vos valeurs ne se transmettront pas à l'enfant. Si vous tissez un lien d'amour, contentez-vous de vivre. Le reste suivra. Ne cherchez pas à faire de ce garçon un homme. Agissez comme un homme et laissez tomber le reste. Tout rentrera dans l'ordre. Voici un autre sujet qui est d'actualité aujourd'hui. À quoi doivent faire attention les parents qui travaillent lorsqu'ils élèvent leur enfant? Oui, c'est vrai. Bien sûr, c'est vraiment dur pour les parents qui travaillent. Dans l'idéal, on conseille à la mère de prendre un long congé et de rester avec l'enfant jusqu'à ce qu'il ait 3 ans, si c'est possible. Quoi qu'il arrive, elle doit faire tout son possible
pour prendre un congé non payé. Il y a beaucoup de cas de ce genre. Une mère qui travaille laisse son enfant qui a 2 ou 3 mois. Il faut être vigilant. Laissez-moi vous donner quelques données scientifiques et laissons les parents décider. Il y a des thèses de doctorat où 100, 200, 500, peut-être des milliers de cas ont été étudiés et 95% d'eux ont confirmé ceci. Il y a une raison principale qui pousse les enfants à la dépression et qui les fait se sentir déprimés. La séparation de l'enfant de sa mère avant l'âge de 3 ans. Ce genre d'enfant n'arrive pas à sortir de la dépression. Il devient timide et peureux, il se replie sur lui-même et a des problèmes de confiance en lui. Jusqu'à l'âge de 3 ans, l'enfant ne sait même pas qu'il ou elle est une personne à part entière. Il y a une période appelée mini-adolescence. Elle prend lieu à l'âge de 3 ans, 3 ans et demi. Il y a une phase dans l'enfance où l'enfant dit toujours « je vais ouvrir la porte, je vais la tenir, je vais le faire, je vais y arriver ». En fait, c'est la période où l'enfant se découvre. Il se dit « je suis une personne à part entière. Si je veux une chose, elle arrivera. Si je ne la veux pas, elle n'arrivera pas ». Par exemple, il insiste parfois « je ne le donnerai pas, je ne le donnerai pas ». En fait, l'enfant prend du plaisir en faisant ça parce qu'il voit que lorsqu'il ne donne pas une chose, l'autre personne ne peut pas la prendre. Mais avant cet âge, l'enfant se considère comme une partie de sa mère. Il se considère comme un de ses doigts par exemple. Si on vous coupait un doigt, est-ce qu'il pourrait vivre tout seul? C'est comme ça que l'enfant se voit, pensez-y. Quand l'enfant est séparé de sa mère par exemple, la mère quitte l'enfant pendant qu'il est en train de dormir. Quand l'enfant se réveille et qu'il ne voit pas sa mère, il a un problème de confiance. Elle disparaît sans me le dire. Il ne peut pas être sûr de quand est-ce que la mère reviendra. Ou la mère laisse l'enfant pleurer et s'en va. C'est pour ça que la première condition est que la mère prenne un congé et passe du temps avec l'enfant. Au moins jusqu'à l'âge de 3 ans. Les choses seront plus faciles après. Si vous ne pouvez pas, alors les grands-mères devraient rester avec l'enfant, surtout la grand-mère maternelle. La grand-mère maternelle serait beaucoup plus adaptée. Elle devrait rester avec l'enfant, créer un lien avec lui et s'occuper de lui. Quelqu'un qu'il connaît bien, elle devrait être douce et calme avec lui. Si vous ne pouvez pas faire ça, alors une gentille nourrice devrait essayer de passer la première phase de son enfance avec lui. Mais quand la mère rentre à la maison, elle devrait passer tout le temps restant avec son enfant. Mais elle ne doit pas faire ça. Les mères peuvent trop gâter leurs enfants parce qu'elles se sentent coupables. C'est pour ça qu'elles rentrent à la maison avec des cadeaux tous les soirs et en faisant ça, votre enfant sera impossible à satisfaire. C'est de vous dont l'enfant a besoin. L'enfant a besoin de vous, pas de vos cadeaux. Il a besoin de votre odeur. Passez du temps avec votre enfant, mais ne le gâtez pas trop. Soyez attentionnés. Comportez-vous avec amour, mais essayez de le combler à travers votre présence et non pas avec des jouets. Mon enfant a beaucoup changé en grandissant. Il n'était pas comme ça avant. Il a aussi des problèmes avec la religion. Quand je lui demande ce qu'il s'est passé, il ne veut pas me répondre. Il peut même m'insulter. Je suis désespéré. Que puis-je faire? Oui, c'est une chose triste, mais ça arrive. C'est généralement au moment de l'adolescence qu'on voit ces comportements. L'adolescence est la période où vous récoltez ce que vous semez. Si vous dites « notre garçon a changé tout à coup », ça implique le fait que l'enfant avait 2 visages avant ça. L'enfant était comme ça avant, mais il n'avait pas le courage de le montrer parce qu'il avait besoin d'argent, besoin de vous. Il était fiable, impuissant et incapable de dire quoi que ce soit. Dans un foyer où il y a de la peur et de l'oppression, l'enfant développe 2 visages. Il se comporte de manière à vous satisfaire, mais lorsqu'il devient plus fort pendant l'adolescence, il révèle tout à coup sa vraie nature. Du coup, vous êtes sous le choc et vous dites « notre enfant n'était pas comme ça, notre garçon ne ferait jamais ça, je vous assure qu'il ne ferait jamais une chose pareille, mais il a fait ça dans la rue, il y a 10 témoins. Alors, est-ce que le père ment ? Non, le père dit la vérité, mais le père est en train de parler de l'enfant qui est à côté de lui. Il parle de la version de l'enfant quand il est avec ses parents. Son identité dehors est différente, son attitude en votre présence est différente. Il dit des mensonges inimaginables, fait des choses faites derrière votre dos, il est différent à la maison par rapport à dehors. C'est pour ça que l'adolescence est un résultat, c'est le résultat de vos façons de faire. Vous voulez changer le résultat ? Alors vous devez changer le processus. Les méthodes que vous utilisez sont mauvaises. Vous devez changer ces méthodes. Vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin d'aide. Sinon, si vous continuez à faire la même chose sans aucune aide, rien ne changera. La situation ne fera qu'empirer. On a remarqué que notre enfant ment. Que faire? Oui, un mensonge est un résultat. Il montre qu'il y a de la pression dans ce foyer, qu'il y a de la peur dans cette maison. L'enfant ne peut pas dire la vérité. Le mensonge n'est pas un trouble du comportement chez les enfants. Ce n'est pas non plus un trouble de la personnalité. Chez les enfants, le mensonge est une façon de résoudre un problème. Si l'enfant ment tout le temps et qu'il atteint son objectif, il commence à prendre l'habitude de mentir. Puis ça devient petit à petit un trouble du comportement.
Et après ça, il ment pour le restant de ses jours. Donc je vous en conjure, détruisez la culture de la peur à la maison. Éradiquez-la. Asseyez-vous confortablement avec vos enfants. Écoutez les demandes et les attentes de votre enfant. Laissez-les faire les bonnes parmi elles. Et essayez de leur faire comprendre pourquoi ils ne doivent pas faire les mauvaises. Sinon, si vous essayez de le faire avec l'intimidation, l'oppression et la violence, vous aurez des enfants avec deux visages. Ils commenceront à faire des choses avec ruse et en vous trompant. Il y a beaucoup de foyers dans lesquels le père intimide les enfants et la mère coopère avec eux. Ils font les choses derrière le dos du père. La mère leur donne de l'argent. Elle n'a pas le choix, il n'y a rien d'autre à faire, donc vous élevez une génération qui fait des choses dans le dos des gens. Le père pense que tout se passe bien, il ne sait rien de rien. L'origine du mensonge se trouve dans la peur et l'oppression. Éliminez-les et il disparaîtra. Frère Ahmed, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Tu nous as donné de très bonnes réponses. Ce sujet est vraiment délicat et il y a d'autres problématiques à aborder. C'est pourquoi on aimerait te recevoir une deuxième fois avec de nouvelles questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous dire en guise de conclusion? Oui, j'en serais ravi. Merci pour cette invitation. Laissez-moi vous dire ceci. Lorsqu'un lionceau grandit, il devient automatiquement un lion. Un chaton devient un chat quand il grandit. Un bébé humain, forcément, devient un humain en grandissant. Lorsqu'on observe le règne animal, on se rend compte que la compassion est indispensable dans l'éducation des enfants. Même le lion n'utilise pas ses griffes. Le lion touche ses lionceaux avec les parties molles de ses pattes. S'il vous plaît, ne privez pas les enfants de la compassion de leur mère. Les pères doivent investir dans les mères. Les mères doivent créer un lien d'affection avec leurs enfants. La relation et le mode de vie de la mère et du père sont considérés comme des exemples à suivre par les enfants. Ils doivent mener une vie qui soit en accord avec ce qu'ils veulent pour leurs enfants.